Alors, VPS, Public Cloud ou serveur dédié. Donc, dans ces trois choix, en général, il y a toujours il y a un piège. On sait jamais, il y a jamais on a l'impression qu'il n'y a jamais la solution parfaite, parce qu'il y a toujours quelque chose qui va pas, voilà, qu'on a ça, mais du coup, c'est plus cher, on n'a pas ça, et c'est, enfin, bref. Voilà, donc, c'est pas évident de s'y retrouver dans ces choix. Donc, voilà, c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Donc, bonjour à toi, merci d'être là. Je m'appelle Christophe, je fais de l'infogérance depuis longtemps, je m'occupe des serveurs voilà, exclusivement. Et je travaille d'abord sous Linux depuis plus de 25 ans. Et donc, je propose, je vais peut-être en parler tout de suite avant qu'on démarre. Si tu as envie de découvrir comment je travaille, la stack Sysmaster que je mets en place pour héberger des sites internet, c'était une entreprise, une agence web qui crée des sites internet et tu as besoin de déléguer et de pouvoir te concentrer sur ton travail à 100%. Donc, je t'invite à regarder comment je travaille avec le lien qui est sous la vidéo et voir si ça te convient, ma manière de travailler. Donc, on reprend la vidéo. Donc, on va voir un peu comment on peut, quels sont les éléments clés pour choisir un serveur d'hébergement. Ce qui est souvent choisi, hein, c'est le VPS, parce que c'est le mot qu'on entend depuis des années et des années, et voilà, on veut louer le VPS, parce que c'est aussi synonyme de pas cher, et effectivement, les prix démarrent à 6 euros, 7 euros, 5 euros, donc c'est souvent pas très cher. Voilà, et c'est assez, on va dire que c'est assez efficace, ça permet d'isoler son site internet sur son environnement, et de moins dépendre des aléas d'autres sites internet en mutualisé où on ne peut pas vraiment configurer l'hébergement comme on le souhaite. Donc c'est le moins cher, le plus accessible, et souvent c'est aussi un réflexe, donc c'est ce qu'on prend par réflexe la plupart du temps. Et quand on prend ça, souvent c'est accompagné d'un panneau de configuration qu'on prend aussi par réflexe, par exemple Plesk, et on va gérer notre serveur avec ça sur toute sa durée de vie. Mais à aucun moment on s'est posé la question si on avait fait le bon choix, vraiment. À aucun moment on se pose la question d'administration système, où sont les sauvegardes. Donc il y a plein de questions qu'on ne s'est pas posées du coup, du fait qu'on nous livre un peu comme si c'était tout cuit. Voilà, il y a plein de questions à se poser. Donc, ce qu'on a, un des éléments qu'on n'a pas vu, par exemple, dans ces cas-là, c'est la notion de SLA. Donc, SLA, Service Level Agreement. Euh, donc, en fait, souvent, quand on loue un VPS, le SLA associé, il est de 99,95%. D'ailleurs, on va voir ça. Euh, donc c'est le taux c'est la garantie en fait de fonctionnement, la garantie de fonctionnement contractuel. Donc ça veut dire que c'est pas technique. C'est-à-dire qu'il peut, c'est-à-dire que alors j'ai plus les chiffres là, sur un an, l'hébergeur s'autorise un certain nombre d'heures de panne sur le VPS. Donc on a je voulais pas le rouge. Ouais. Donc on a le VPS qui en général a un SLA de 99,95%, c'est-à-dire qu'il y a quelques heures de panne qui sont, alors je ne sais plus là, je ne l'ai plus sous les yeux, quelques heures de panne autorisées euh, sur l'année. Donc je sais que je sais, je vais demander, alors, je vais demander à Claude, donc, je sais pas si je peux,
Combien... Donc là, j'écris sur Claude, ce ne sera pas sur l'écran. Combien de temps de panne on représente? Et celle-là, 95%. Et 99, allez, on va faire l'autre. Et 99. Donc là, il réfléchit. Donc je vais reprendre le dessin. Donc ici, c'est 4h22 minutes. 2 minutes de panne sur l'année. Ça, c'est pour le VPS. Donc si on accepte que ça puisse tomber en panne 4h22 minutes, voilà, on peut prendre le VPS, qui est en général aussi un peu plus limité en puissance et qui va être un peu plus... qui va être moins prioritaire pour les dépannages. Il y a qu'en plus du SLA, peut-être, ça se trouve, ça va plutôt tendance à s'approcher des 4 heures de panne que des 2 minutes de panne. Alors, c'est pas forcément le cas, mais voilà, c'est l'idée. Et si on veut un SLA plus important, de 99,99%, donc comme quoi le dernier chiffre, là, il est très important. Hein. Là, on passe à 4 heures, non, 52 minutes par an. Ah, ça, c'est par an, j'ai pas mis. Donc, ici, c'est 52 minutes. 33 secondes par an. Donc là, on a le public cloud OVH par exemple, sauf la GAN Discovery qui est pas dedans. Mais globalement, c'est ça. Alors, il faut prendre en compte chaque élément à public cloud. Il y a l'instance, il y a les disques additionnels. Donc tout, si on veut, il faut que tout soit à 99, sinon ça n'a pas de sens. Le réseau aussi. Et si on loue un serveur dédié, la gamme Advance, c'est là. La gamme serveur dédié Scale, c'est ici. Alors, je ne sais pas comment ils s'organisent pour avoir ça. Imagine qu'il y a deux alimentations électriques redondantes et qu'il y a des disques hardware redondants en RAID, hein, il y a du RAID. Et que sans doute les seuls éléments qui ont besoin d'éteindre la machine, c'est la carte mère, et que les stocks doivent être à côté, et qu'ils arrivent à changer une carte mère en 50 minutes, j'en sais rien. Voilà, c'est sans doute quelque chose de cet ordre-là. Donc voilà, et ce SLA fait évidemment un impact sur le prix qui est assez important. Alors, juste une seconde. Je reprends mes notes. Donc, le VPS, voilà. Donc ça, c'est hébergé sur alors, comme c'est une machine virtuelle, c'est hébergé sur un environnement mutualisé. Hein. Il y a d'autres VPS à côté. Hein. On se doute bien qu'on n'est pas tout seul. Ici aussi, sauf qu'ici, ils vont faire un peu plus attention. Ils vont réserver davantage les ressources. Il y a d'autres public cloud à côté, enfin d'autres instances à côté. Les ressources vont être davantage garanties et avec du matériel, voilà, soit ils vont répliquer la machine ou ils vont s'appuyer sur du matériel qui permet d'atteindre le 99-99. En tout cas, c'est le SLA qui est promis. Et donc, c'est le SLA contractuel, c'est-à-dire que ça peut tomber en panne plus longtemps. En échange, ils vont rembourser une partie du tarif mensuel, ils vont le rembourser et ça dure plus longtemps. Donc en fait, c'est ça que ça veut dire. Donc ici, c'est vrai qu'on se... Donc un critère de choix important, c'est ça. Mais par contre,
on peut rattraper plus ou moins le prix en louant plus longtemps. Donc là, si on s'engage, il y a donc les instances, si on s'engage sur la durée, sur 36 mois, on arrive à retomber sur un prix inférieur. Donc voilà, faut savoir que c'est possible, mais du coup, il faut s'engager sur la durée. Qu'est-ce qui est important à dire autrement? Donc voilà, on choisit le SLA, on choisit le matériel. Alors, si on choisit un serveur dédié, moi ce que je dis, c'est qu'il faut mettre en place un environnement de machine virtuelle quand même. Donc on installe Proxmox et qui va permettre de gérer plusieurs machines virtuelles dans le serveur dédié. On travaille toujours en machine virtuelle, sauf si vraiment on a vraiment besoin d'être que sur le dédié, mais machine virtuelle qui aura déjà le maximum de ressources pour le serveur réservé pour voilà, qui va pouvoir utiliser le serveur dédié. Alors peut-être pas 100% exactement, mais voilà, qui sera très très proche. Et ça permet de faire des tests avec une autre VM, ça permet plein de choses en fait, d'être flexible, de déménager une VM vers un autre serveur dédié. Donc c'est dommage de se priver de ça en installant ses services directement sur un dédié. Voilà, moi c'est comme ça que je conseille de travailler. Voilà, alors c'est vrai que les serveurs dédiés ont des plus gros volumes de disques. Donc là, ici, sur les instances, on peut rajouter des disques en plus. On peut rattacher à l'instance. Si l'instance a un disque par exemple, un disque de 400 Go, on peut rajouter un disque de 500 Go. Voilà, il y a différentes vitesses de disques qui vont faire changer le tarif. Alors on peut réétendre comme ça. En fait, certains prennent des disques serveurs dédiés avec des disques plus gros parce qu'ils font des sauvegardes en local. Donc c'est bien pour faire une sauvegarde en local, mais une sauvegarde en local, si ça brûle, il y a tout qui est perdu. Donc il ne faut pas faire une sauvegarde en local. On peut avoir aussi une sauvegarde en local, mais dans ces cas-là, on peut le faire aussi là. Hein. Il y a assez de place pour avoir une copie, sans souci. Mais il faut toujours avoir un serveur de sauvegarde distant. Voilà. Donc c'est pour ça que je propose le SysMaster en fait. SysMaster, c'est une façon de travailler, c'est un système qui est basé sur Debian. Donc on va dans l'idée, on va. Alors j'ai plus d'écran vierge pour écrire sur le en secours. Je crois que j'ai du bleu. Bon, il me reste un en bleu là. Donc l'idée pour travailler ensemble, c'est on va d'abord choisir une machine. Donc voilà, qui va correspondre. Ensuite, on installe le système qui va être basé sur Debian, mais qui va être toute une construction en fait. Debian et des outils, une façon de voilà, un serveur Nginx pour le web, etc. Donc tout ça c'est préparé. Et après on passe à l'infogérance. Donc c'est ça l'infogérance SysMaster, qui est basée sur 25 années d'expérience. Donc c'est pour ça que je te propose d'aller voir comment ça se passe. Ici, j'ai mis un lien en dessous. Tu mets ton email et tu regardes. Alors c'est un e-book que je rajoute au fil de l'eau. Donc il manque plein de choses sans doute à l'intérieur pour te montrer comment je travaille. Et c'est une manière d'engager la relation et de voir après si ça t'intéresse d'aller plus loin et de déléguer pour que tu puisses te concentrer sur ton travail. Voilà. Donc je te dis à bientôt là, je vais faire d'autres vidéos et on se revoit à très bientôt. Merci.